qu'il est temps de donner la parole dans une assemblée qui défend la liberté d'expression. Elle sera évidemment respectée, même si des éléments d'organisation sont nécessaires. Je précise, chacun va avoir le droit de parler. Je demanderai quand même un minimum de concision. Je demanderai que chacun reste dans le thème, même si vous avez envie de dire autre chose. Vous pouvez le faire brièvement. Ce que j'appelle parfois la courtoisie constructive. C'est-à-dire on est dans un colloque, on n'est pas dans un affrontement. Et je demanderai que ceux qui interviennent donnent leur nom, et s'ils interviennent au nom d'une association, qu'ils la citent. Je m'appelle Loïc Mondon, je suis président de la Fédération des groupes de la libre pensée de la Loire-Atlantique. Et à ce titre, je tiens à remercier le groupe de Saint-Nazaire, et en particulier son président Roger Lepex, ainsi que la Ligue des droits de l'homme, qui sont à l'origine de ce colloque fort intéressant. Et plutôt que de théoriser, on pourrait le faire, il faudra encore beaucoup de temps, c'est un clin d'œil pour notre ami de la Fédération Léo Lagrange, j'ai quand même envie d'asséner quelques vérités qui, dans le fond, ont été reprises, ont été exposées assez brillamment, assez pédagogiquement, dirais-je, dans le film, et reprises par chacun des orateurs, chacun avec ses mots, chacun à sa façon. La laïcité, ce n'est pas une idéologie, une valeur. Monsieur Bernard, c'est un principe politique, un principe organisationnel qui fait que la liberté de conscience, et non pas la liberté de culte, comme on veut le faire croire abusément, est possible dans ce pays, et qui est donc le fruit d'une longue histoire, et comme l'a rappelé notre ami Texier, qui est une longue histoire de lutte. Comme tout accouchement, il y a du sang. J'ai envie tout de même, très brièvement, de regarder ce qui se passe à l'heure actuelle. Et là, je m'adresse aux élus, qui sont tout de même en première ligne dans l'application de la laïcité, tout ce que j'appelle du principe laïque. Laïcité, attention, la laïcité, il convient qu'elle ait un contenu précis et qu'on ne la laisse pas dénaturer par des adjectifs, ce qu'a dit notre ami Philippe Joulin. Je ne reviens pas là-dessus. Chacun sait, tous ceux qui s'intéressent à cette idée savent bien que quand on accole un adjectif au mot laïcité, c'est pour la subvertir. C'est une évidence. Maintenant, je voulais rebondir sur un mot que le maire a prononcé, c'est le mot inclusif. Ça m'a bien chatouillé les tympans, parce que derrière inclusif, moi je dis rapport duo. Vous savez forcément ce qu'est le rapport duo, puisqu'il a été commandé par Jean-Marc Ayrault. Et ce rapport duo, s'il était mis en application, eh bien, c'est effectivement très inquiétant pour la laïcité. Alors, je suis désolé, un libre penseur est naturellement libre, donc il échappe à toute forme de pensée, unique ou plurielle. Mais c'est une évidence. Je me permets de dire que je connais la laïcité pour avoir beaucoup travaillé, ceci depuis 20 ans. J'ai exercé des fonctions, des responsabilités dans une grande organisation, dans une grande association philosophique, et donc je prétends savoir de quoi je parle. Et là-dessus, monsieur le maire, les élus, je tiens tout de même à attirer votre attention sur la façon dont vous gérez au quotidien cette laïcité. Il ne faut pas se tromper. Notre société est en voie, je ne vais pas dire d'implosion, mais je suis inquiet. Je suis inquiet devant la montée des communautarismes, devant la faiblesse de la République, devant la veulerie des élus qui préfèrent parfois leurs intérêts électoraux à l'intérêt de la République.
hier, puisque c'est hier qu'on a pu prendre connaissance, en 3 jours qu'on sait que la décision serait défavorable et qu'on vient d'avoir le jugement, l'arrêt. Je peux dire tout de suite, là ici je parle en tant que représentant de la libre pensée, que nous réfléchissons fortement au fait de faire appel, d'autant plus que la Cour d'appel de Paris, la semaine dernière, sur appel du tribunal administratif de Melun, a pris un jugement totalement contradictoire et totalement conforme d'ailleurs au raisonnement que nous avons tenu et que notre avocat a tenu à la Cour d'appel de Nantes. La neutralité de l'État est une et indivisible, en dépit de la décentralisation, ou bien la décentralisation et la création d'États différents de l'État français. Si, dans les projets de décentralisation à laquelle passé, nous sommes encore une République une et indivisible, alors la laïcité est une et indivisible, et la neutralité de l'État et de ses services est une et indivisible. Je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que le raisonnement du tribunal de la Cour d'appel de Nantes, contrairement à celui du tribunal administratif de Nantes, est typiquement clérical. C'est normal, on a le droit d'être juge des musulmans dans la République française. Il est vrai qu'il y a un tout petit peu plus de magistrats catholiques que de magistrats musulmans. Cela étant dit, j'étais, moi, écouter le rapporteur qui parlait du petit Jésus, de Jésus plutôt, excusez-moi, comme si c'était mon voisin, la grand-mère de mon voisin, c'est-à-dire qu'il l'avait rencontré. Et le problème de cette religion, c'est que Dieu s'est fait homme. L'emmerdement, c'est qu'on n'a jamais retrouvé l'ADN. Alors, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, donc il faut imposer. Et comment impose-t-on? Par toutes sortes de choses, notamment des signes. Alors on a vu un exercice de gymnastique extraordinaire. Gymnastique, je n'ose pas vraiment qualifier de gymnastique intellectuelle. Partant de l'étymologie du mot crèche pour arriver au fait que c'était une crèche mais qui était toute petite. D'ailleurs tellement petite qu'elle était derrière un escalier. Et que M. Retailleau, vous avez bien vu, qu'il n'y accordait pas tellement d'importance. On pourrait peut-être la porter en pendentif, cette crèche. Tellement elle est petite. Un tout petit Jésus. Si petit qu'on se fout de nous, et que si jamais la jurisprudence de la Cour d'appel de Nantes devait être suivie, on ouvre la voie à la guerre civile en France. Pourquoi? Oui, je le dis pourquoi. Ici, je regrette que la représentante des musulmans militants, si je puis dire, qui était dans la salle, soit partie. Parce que je l'aurais bien dit devant elle, la République est faite pour elle comme pour nous. Elle paye ses impôts, enfin je crois, comme moi. Elle a le droit de voter comme moi. Et donc, elle a le droit de juger si quand un musulman fait un acte quelconque, un petit peu ostentatoire, dans le domaine public, il n'y a pas des réactions très vives, alors que quand les représentants de la croisade initiée par Jean-Paul II, comme De Villiers, et comme son pâle successeur Retailleau, décident volontairement d'affronter l'opinion laïque pour des raisons politiques, en mettant des signes religieux ostensibles, certes sans tradition, mais c'est une tradition de 20 ans, en profitant de la décentralisation, en profitant de bien d'autres choses, que c'est la même chose à Béziers, que c'est la même chose dans plein d'autres communes, et je vous fiche mon billet qu'il y aura plein de crèches dans les mairies et ailleurs à Noël, si rien n'est fait, eh bien, celui qui est un jeune musulman aujourd'hui, quelles que soient ses opinions, il pourra se dire qu'en France, en République française, et pour la laïcité, il y a 2 poids et 2 mesures. C'est exactement ce que pensent les Palestiniens depuis 1948 en Israël. Car une logique qui commence par ça finit par les affrontements communautaires. Parce qu'on donne, au nom de l'État, la couverture du droit, de la justice, à ce qui est un affront aussi violent que l'est par exemple la statue de Jean-Paul II, faite par un grand artiste un peu mafieux sur les bords, Yannick Poutine, qui fait une statue de Jean-Paul II conforme à la laïcité en France dans le square de la cathédrale de Paris, et une autre antinomique avec la laïcité française, puisque surmontée d'une arche de 10 mètres,
avec une croix. Et là, ici aussi, ça va tomber en cours d'appel à Nantes dans quelques temps. Donc, j'attire votre attention sur ces questions. Ce ne sont pas des questions neutres. Ce sont des questions qui touchent au maintien ou à l'abandon de la laïcité en France. Et il y a bien des façons de s'y prendre. Vous savez, on a tout vu. Depuis la fin des années 90, et la tentative de déconstitutionnaliser la loi de 1905, jusqu'à aujourd'hui, le fait de dire que la loi de 1905 est une loi de liberté pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne sont pas laïcs et qui veulent la supprimer, je crois qu'il y a place pour la réflexion et le débat. Enfin, bon, on ne peut pas tout dire et je vais m'arrêter là. Merci de me le faire remarquer. Mais je vous en prie, ça sera votre tour après. En ce qui concerne la laïcité ouverte, il a été fait allusion plusieurs fois à ça. J'attire l'attention parce que la jeune collègue qui parle au nom de la Fédération Léo-Lagrange a donné avec conviction ses positions. C'est la laïcité ouverte, un concept qui vient de la partie cléricale de la résistance française. On trouve des noms connus, le professeur Paul Ricoeur ou d'autres. Mais on trouve aussi des militants politiques, André Philippe, Georges Isnard, membre de l'ex-FIO, qui ont développé petit à petit le concept de la laïcité ouverte, et j'assiste sur le fait que, notamment, André Philippe n'a pas été un prêcheur dans le désert, puisque André Philippe, je termine, André Philippe a créé ce qu'on a appelé les MJC, Maisons des Jeunes de Culture, dont le principal axe était la laïcité ouverte. Alors c'est vrai qu'il y a un débat, une discussion, dont aujourd'hui nous sommes, en ce qui nous concerne, un libre penseur, totalement disponible pour l'amener et pour confronter. Nous ne présentons pas nous asséner des vérités, mais proposer la réflexion sur des points et des faits. Qui va intervenir? Oui. Christian, Merci. tu as la parole. Là, je voudrais juste revenir sur quelque chose, parce que hier, cette nuit, je dirais, pendant 3 heures, j'ai parlé de laïcité et écrit sur la laïcité à mes potes tunisiens. Et théoriquement, je devais aller à l'Institut du monde arabe demain soir, rencontrer le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, la Ligue, les syndicats du GTD, les syndicats patronaux, il faudrait qu'on en prenne de la graine en France, et aussi, bien évidemment, le syndicat des avocats. Et je les ai félicités pour la façon dont ils mènent leur combat pour faire enfin de la Tunisie un État laïque. Pas tout à fait. On en parlera ailleurs. Hein. Mais non, il ne faut pas oublier l'affaire Ben Youssef. Hein. Voilà. Donc là, on ne peut pas me... Oui, mais on ne peut pas me reprendre là-dessus. Continue, Christian, ne te laisse pas influencer. Non, mais je veux dire, j'ai fait 7 ans de coopération en Tunisie, en tant qu'institut, et puis en tant que chercheur à l'Université de Tunis, et donc la laïcité en Tunisie était tout à fait évidente dans l'école primaire et les collèges et lycées. Ce que je veux dire aussi, par rapport à la laïcité en France, c'est qu'il ne faudrait surtout pas de laisser l'aspect moral à tout ce qui est confessionnel. Il faut qu'on change peut-être de vocable, peut-être aussi parler d'éthique en ce qui concerne la laïcité, mais tout ce qui est assimilé à la morale est généralement à une tendance assimilée à une tendance religieuse. Alors, c'est à nous, libres penseurs, syndicalistes, Ligue des droits de l'homme, c'est remettre
comment dirais-je, le train sur les rails, mais nous avons une morale. Quand j'étais instite, tous les matins, j'ouvrais ma classe avec la phrase de morale, et ça ne me gênait pas du tout. Mais en revanche, étant donné qu'à partir de maintenant, c'est généralement la religion qui s'est emparée de cette morale, parce que qu'a dit Sarkozy, si ce n'est que la morale, c'est l'affaire des curés. C'est bien ça. Donc, il faut véritablement qu'on dise, nous aussi, tous les mouvements représentés dans cette salle, nous avons notre éthique, et tout ce que nous faisons, c'est pour une question de justice. Merci Christian, qui va intervenir? Et de la statue de Jean-Paul II qui était à Ploermel. Peut-être remonter très longtemps en arrière, peut-être au siècle dernier, jusqu'aux années 55-60, les écoles libres, dire les écoles chrétiennes de nos régions, étaient quand même dirigées par le clergé. Dans les petits villages, les clergés. Et le clergé, ils avaient nommé des frères. Et ces frères, ils n'étaient pas là pour hasard, ils étaient formés à Ploermel. Ils vivaient à Ploermel. C'est une communauté qui était à Ploermel, et le clergé avait beaucoup la mainmise sur Ploermel. Et Ploermel a peut-être encore gardé ses racines. C'est pour ça que cette statue, c'est peut-être pas le fait du hasard, elle était mise à Ploermel. C'est une réponse que je ne sais pas. Je sais toujours que le Ploermel était, c'est pas comme les yeux égaux, peut-être pas fait de miracle, mais ils ont quand même vécu avec le patrimoine ecclésiastique. Merci. La question de fond, c'est de savoir si la République existe aussi à Ploermel. Absolument. Bon, qui veut parler? Alain, tu as le droit de répondre. Hein. Moi, j'ai le droit de répondre. Bon, je voudrais répondre que quand même, comme vient de dire Roger, ça c'était il y a très longtemps, c'était peut-être déjà les frères de la Monnaie qui menaient le bal, mais aujourd'hui, on voudrait bien que le bal ne soit plus d'actualité. Et en plus de ça, cette statue ne date pas d'il y a quelques siècles. Elle est toute neuve. Oui, elle vient d'être mise. Depuis le temps que la loi de 1905 est là et qu'on ne peut pas ériger sur le domaine public des choses à symbole cultuel ou religieux, comme on veut, donc ça n'a pas lieu d'être. Et ces fameux frères de la Monnaie, justement, qui sont toujours et qui font tout, et naturellement, il y a des gens qui sont avec eux, qui font tout pour qu'il n'y ait pas de lycée public, c'est quand même atroce. Alors, je connais bien la Bretagne, j'ai quand même habité pendant 10 ans à Saint-Papus, c'est quand même là-haut aussi, et quand j'y suis allé, c'était en 1975, c'était un petit peu ça aussi. Seulement, maintenant, ça a beaucoup évolué. Pourquoi est-ce que Ploermel n'évoluerait pas? Pourquoi est-ce que ça resterait un territoire des frères de la Monnaie? Dans la Bretagne, il y a quand même beaucoup d'édifices en Bretagne. Mais oui, mais ça a quand même évolué depuis donc au moins 75. Et là, en tant que républicain laïque, moi je refuse que la terre de Ploermel soit une terre religieuse ou une enclave concordataire. On appellera ça comme on veut. Voilà. Merci. Marianne, tu veux intervenir? Oui, c'est pas moi qui veux intervenir, c'est un ami qui vient de partir et qui n'a pas pu poser la question. Il m'a chargé de poser sa question. Quand le pape, je crois que c'était Jean-Paul II, est venu à Saint-Anne-d'Auray et puis je ne sais plus où, En Vendée. En Vendée, 2 fois. il y a eu une dotation de la part de la région du Pays de la Loire et de la région Bretagne pour participer au financement de ce déplacement. Donc je voulais poser la question, comment se fait-il dans cet état laïque? Alors il faut préciser 2 choses. La réponse qui est donnée en général dans ces cas-là, c'est que les autorités territoriales sont chargées de la sécurité, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc il y a une nécessité d'organisation sur laquelle on ne peut pas contester, puisque ça fait partie de la tranquillité, de la sécurité publique, etc. etc. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il y a une subvention, voilà, s'il y a une subvention qui a été versée pour l'exercice d'un culte
sachant que la mission du pape, quand il se promène, mission évangélique. Je rappelle que même si les journalistes disent que le Vatican est un État, ou plus exactement que le Saint-Siège est un État, cette caractéristique n'est pas partagée par le Vatican lui-même. Et que quand le pape se promène ici ou là, l'Église catholique considère qu'il est en mission évangélique. Or, l'argument qui est souvent pris, c'est l'argument de la visite d'un chef d'État, ce que donc le pape ne revendique même pas. Et quand il s'agit du vote d'une subvention d'argent public par une collectivité territoriale pour une mission évangélique, là on est clairement en dehors de la laïcité et c'est clairement illégal. Après, le cas particulier de Saint-Anne-d'Auray, ça remonte à quelques années. Et ça, je ne me souviens pas des détails. Moi, sauf si qui se rappelle. Je me rappelle plus de l'année, mais enfin, oui, ça fait... C'est pas si vieux que ça. Hein. Ça fait une dizaine d'années, quand même. Une fois en Bretagne et 2 fois en Vendée. Ah, attends, cause dans le truc, là. Qui cause dans le truc? Le fixe, plutôt, si ça va. C'est plus clair. Moi, je crois effectivement que... Alors, depuis les accords de Latran signés entre Mussolini et puis le Vatican, le domaine du Vatican est devenu un État. C'est comme ça, reconnu, y compris internationalement. L'ONU, par exemple, reconnaît le Vatican. Pas du tout. Le Vatican est observateur à l'ONU. Il est observateur à l'ONU. Oui, mais... Oui. Enfin, bon, c'est un État qui... bon, alors, moi, je ne veux pas défendre l'État du Vatican, c'est pas mon propos. C'est pas mon propos. Mais il y a la distinction, effectivement, quand le chef d'État, donc le pape, se déplace en qualité de chef d'État. C'est comme ça. Et puis après, il y a, notamment quand il y a eu en France les Journées mondiales de la jeunesse, comment effectivement, notamment les médias publics, en direct, pendant plusieurs jours, on a, etc., vacciné les gens, etc. Je crois que c'est là la dérive. C'est là la dérive qui est faite, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on combatte. Moi, je crois que les valeurs de la laïcité, si c'est pas toujours systématiquement une opposition, disons, à la liberté du culte, mais au contraire, c'est qu'on a intérêt à valoriser ce que la laïcité a apporté aux gens. Sinon, on reste que sur une espèce d'effet négatif, d'attaque, etc. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on valorise. Ce que la laïcité a apporté à la France, notamment la paix, qu'on ne retrouve pas. Parce que tout à l'heure, y compris quand il est dit dans le film qu'on présente les États-Unis comme un État laïque, c'est toi qui l'as fait, Roger. Il n'en reste pas moins que le président des États-Unis, il se met clairement sur la Bible. On ne peut pas appeler ça un État laïque. Et c'est toute la différence, effectivement, avec les États laïques, effectivement, qui, où il n'y a pas de prêter serment sur quelque livre religieux qui soit. Et quand le pape se déplace pour ce genre de mission évangélique, l'État, ni les collectivités territoriales vont apprendre, n'ont à donner, effectivement, ou à accorder des subventions. Je me rappelle d'un débat au sein du conseil municipal de Saint-Nazaire sur lequel on avait carré les choses. Et il y avait une opposition, évidemment, de quelques-uns de la droite qui disaient « Ah bah oui, mais enfin, c'est un chef d'État, etc. » Je crois qu'il faut que les choses soient claires. Et c'est à partir du moment où on valorise les valeurs de la laïcité, qui sont les valeurs républicaines. Et c'est ça sur lequel on peut avancer. Sinon, on risque effectivement d'avoir un conflit. Moi, je suis dans une organisation syndicale, où il y en a d'autres, je ne suis pas la seule, où il y a des croyants, des non-croyants, y compris des gens qui sont prêtres, etc. Et ce sont des laïcs. Je dirais qu'ils sont même doublement laïcs. Ils sont laïcs, L-A-I-Q-I-E, et ils sont laïcs, L-A-I-C. Et c'est la distinction entre les deux, y compris qu'il faut qu'on fasse d'une manière intelligente, parce qu'autrement, on risque effectivement des affrontements. Mesdames et messieurs, je me permets juste que je dois vous citer, en forme de boutade, vous dire que le président de la République française est venu hier, que le conseil municipal ne délibérera pas de subvention, et si demain matin, le pape était à venir à Saint-Nazaire, je m'engage devant vous à ne prendre aucune délibération, et là, croyez-moi que là-dessus, l'engagement est clair, et
avec une petite pointe d'humour, il n'y aura pas de crèche dans tous les bâtiments publics ou sur l'espace public à partir du moment où on donne des autorisations. Ouais. Bon, je crois que le débat est lancé, on peut le continuer encore un peu. Je voudrais répondre d'abord sur les États-Unis, parce que... Oui. Oui, mais si c'est une question sur autre chose, on la posera après, c'est pas un problème. Oui, je crois qu'il faut répondre à cette question. C'est une erreur. Ah non, mais on n'est pas là pour interroger le maire, hein. On est là pour discuter de... Allô? Oui. Il y a d'autres cas pour interroger le maire. Non, c'était juste par rapport, pour rebondir sur ce que je me présente, Mireille Gallet, pour savoir s'il y a des axes d'action actuellement qui posent problème dans l'application du régime de laïcité à Saint-Nazaire. Je vais poser la question également à la représentante de la Fédération de la Grange, en particulier sur la laïcité. Et est-ce qu'il se dégage des axes d'action? Est-ce que ça peut déboucher sur un observatoire de la laïcité éventuellement? Moi, c'est très au ras des pâquerettes, mais voilà, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec tout, enfin, je suis d'accord ou pas d'accord, peu importe, c'est bien avec tous les discours, mais on a besoin, là, très concrètement, localement, de savoir où on en est, sur le terrain. Alors, je ne vais pas répondre à la place du maire, mais il a dit tout à l'heure, si j'ai bien entendu, que samedi dernier, il y avait une grande discussion sur ces questions-là à l'intérieur de la majorité municipale. Donc on peut penser que de cette discussion sortira quelque chose. Alors quoi? Ça, je ne peux pas répondre à sa place, mais au moins, on peut dire que le mouvement est lancé. Le fait qu'il soit venu ici montre que ces questions-là sont discutées à l'intérieur de la municipalité, notamment dans la majorité municipale. Je ne suis pas là pour la défendre, il la défend tout seul, mais ça se traduira forcément par des initiatives, par des événements publics, par des déclarations ou par autre chose. Après, on va peut-être attendre que ça se décante, parce que si c'était effectivement samedi dernier qu'ils ont discuté de tout ça, il faut peut-être un peu que ça s'organise. Est-ce qu'il y a des axes qui posent problème actuellement dans l'exercice de la... Alors, ça, si c'est une question qui est posée aux organisations qui sont là, est-ce qu'ils ont des problèmes avec la mairie de Saint-Nazaire? Non, dans l'exercice de la laïcité sur la ville, dans différents endroits, dans les écoles, par exemple, dans différents... L'exercice de la laïcité, ça veut Il y a rien dire. des axes, est-ce qu'il y a des Ça veut rien dire. axes qui posent problème? Ça, c'est autre Je chose. pense à la laïcité, excusez-moi d'insister là-dessus, mais je pense que les femmes savent de quoi elles parlent. Est-ce que vraiment il y a des moments où c'est compliqué? Est-ce qu'il peut y avoir des axes de travail qui émergent déjà? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de terrain. Et voilà, c'est tout ce que je voulais demander. Si, bon, moi, je ne peux pas répondre à ça. Je sais que, comme ça a été dit par les intervenants, les relations qu'on peut avoir avec la municipalité sont correctes et bonnes sur ce terrain-là, en espérant que ça va durer. Ça n'est pas le cas partout dans le département, loin de là. Donc félicitons-nous de ces choses-là. Léo Lagrange va répondre. Pardon ? Léo Lagrange va répondre. Alors, avant que Léo Lagrange réponde, je voudrais quand même revenir sur les États-Unis, parce que c'est un vrai problème de fond, et c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut distinguer la séparation de l'Église et de l'État, ou des Églises et de l'État, et la sécularisation de la société. Ce sont deux choses différentes. La séparation des Églises et de l'État est un fait constitutionnel, légal, qui existe ou qui n'existe pas, mais qui est un état de fait au niveau des règles qui régissent un pays. La sécularisation de la société, c'est l'influence plus ou moins grande des religions, ou d'une religion, ou de plusieurs, sur la société elle-même, c'est-à-dire sur les gens, sur la manière dont ils s'organisent, sur la manière dont ils fonctionnent. Et on a des cas très différents. Je peux vous citer, je citais à quelqu'un tout à l'heure, on a des cas très différents. Si on prend les États-Unis, c'est un pays où il y a légalement la séparation des églises et de l'État, mais où les religions ont historiquement un rôle majeur dans l'organisation de la société. Mais le premier amendement interdit au gouvernement américain de donner de l'argent pour les religions. Il interdit l'introduction des modules religieux dans les écoles publiques. L'enseignement de la création a été interdite. Les Américains se sont tournés, comme ça a été dit dans le film, vers l'intelligent design. Ça a été interdit aussi. Alors que ça n'est pas forcément aussi clair dans d'autres pays, même qui n'ont pas la séparation. À l'inverse, il y a des pays, comme les Pays-Bas, où il y a une sécularisation très importante, c'est-à-dire que l'emprise des religions a fortement diminué dans les 20 ou 30 dernières années, et où pourtant ils n'ont pas la séparation,
parce qu'ils ont un système qui est le pilarisme, ça a été dit aussi dans le film. Donc il faut faire attention, il y a le terrain constitutionnel et il y a le terrain social. Ce n'est pas toujours identique, et dans certains cas, c'est même l'opposé. Les caractéristiques cléricales qu'on voit aujourd'hui dans le fonctionnement des États-Unis sont postérieures au premier amendement. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction dans certaines périodes, notamment le macartisme, toutes ces périodes de réaction, qui ont fait que la devise a été In God We Trust, que sur les billets, que le président est invité à jouer sur la Bible, des choses comme ça. Ça n'a pas remis en cause, à cette étape, le premier amendement et la séparation des églises et de l'État aux États-Unis. Alors qu'il y ait des contradictions, nous en avons aussi, puisque en France, on a la séparation des églises et de l'État, et tous les ans, il y a 10 milliards d'euros qui vont aux écoles catholiques. Donc chacun gère ses contradictions. En France, on fait une manifestation pour l'abrogation de la loi de Gray. Les Américains peuvent être invités à, et il y en a qui se battent d'ailleurs, il y a des organisations athées aux États-Unis, on les connaît bien, qui se battent sur ces questions-là. Maintenant, c'est vrai que la réalité est souvent... Mais aux États-Unis, tu ne peux pas être enseignant si tu n'as pas une religion. J'en sais quelque chose personnellement, c'est-à-dire qu'il faut que tu déclares, pour être enseignant, à quelle religion tu appartiens. Je ne connais pas cette... Moi, je peux te le dire, pour des raisons personnelles, et j'ai enseigné moi-même à Princeton. Si tu n'as pas, bon, parce que j'étais invitée, mais si tu n'as pas, le directeur de l'université de Princeton m'a dit que s'il avait été obligé de s'inventer une religion, parce qu'il était, comme nous, laïque, athée, etc., mais qu'il n'aurait pas pu être le directeur du département français de l'université de Princeton, il s'est inventé une religion, je vais dire n'importe quoi, de l'adorateur des casseroles de cuisine. N'importe quoi. Le spaghetti volant. Parce que c'est écrit religion, machin truc, je sais pas quoi. Autrement, il n'aurait pas pu être. À mon avis, c'est attaquable auprès de la Cour suprême. Faudrait voir, je ne suis pas juriste. Jacques a demandé la parole. Je voudrais rappeler sur ce point. Est-ce qu'il y a des problèmes qui émergent sur Saint-Nazaire? Parce qu'on a beaucoup parlé, bien sûr, de choses, y compris des principes et du régime de laïcité que j'adhère complètement dans le discours de M. le maire. Mais bon, je voulais juste savoir d'une façon très pratique, pas du tout pour faire une enquête policière, hein, c'est pas le but du sujet, c'est juste de savoir s'il y a des choses qui émergent dans les axes prioritaires d'action sur Saint-Nazaire. Alors, je pense à la mixité parce que ça parle beaucoup aussi. de mon côté, en fait, nous travaillons à travers un contrat ville avec la ville de Saint-Nazaire sur un des quartiers prioritaires, qui est le quartier de la Chênaie, où il y a des problèmes effectivement de mixité, relations, garçons-filles, enfin voilà, donc la municipalité porte un projet avec qui nous mettons en œuvre. On va travailler donc avec les écoles, avec le collège, avec la maison de quartier et avec les habitants. Donc ça va commencer là, ça commence juste après les vacances d'automne. Ensuite, la municipalité, à travers les TPE, les temps périéducatifs, donc après l'école, le temps scolaire, nous a confié une mission également qu'on appelle qu'ils ont appelé Petits Citoyens. Donc c'est pareil, c'est l'éducation à la citoyenneté, où on va aborder toutes ces questions-là aussi de mixité. Mais il n'y a pas de problème, je vais dire, à ma connaissance, majeur. C'est vraiment de la méconnaissance. C'est des représentations, des préjugés, des stéréotypes qu'on peut avoir, mais qui sont parfois véhiculés même par les adultes aux enfants, la petite fille avec la poupée, le petit garçon avec la voiture, et puis voilà, qui amène parfois après, adolescents, etc., à avoir des comportements un peu déviants et très sexistes. Mais il n'y a pas de problème majeur comme on peut rencontrer par exemple sur des quartiers nantais sur lesquels on intervient, où là vraiment il y a des grosses difficultés avec de gros problèmes. Sur Saint-Nazaire, ça reste relativement... il y en a, il y a effectivement un problème de mixité, de relations garçon-fille, mais c'est pas non plus insurmontable. Bon, Jacques, tu as la parole.
Oui, je ne mettrai pas en doute que notre ami dit par rapport aux conditions pour être enseignant aux États-Unis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aux États-Unis, c'est un État fédéral et tout en fonction de la fédération, il n'y a pas les mêmes lois. Toutes les lois ne s'appliquent pas. Il y a en plus l'autonomie des établissements scolaires, quels qu'ils soient. Donc là-dessus, il n'y a pas la même loi pour tout le monde. Donc là, je ne sais pas, mais il ne faut pas oublier ça. Sur la question effectivement, du premier amendement et puis de la laïcité à l'américaine, il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis, c'est un pays d'émigrés au départ. Et en grande partie de l'immigration qui est partie aux États-Unis, c'est des gens qui, dans leur pays, en particulier européen, étaient en but à la répression de par leurs opinions religieuses, leurs pratiques religieuses. Et c'est le premier amendement, c'est pour protéger les religions de l'État. Alors qu'en France, c'est le contraire, c'est pour protéger l'État des incursions religieuses. Mais ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que la laïcité, c'est la séparation des Églises et de l'État, mais aussi, ça veut dire que l'État s'interdit d'intervenir dans les affaires des différentes religions. Ça aussi, c'est un aspect de la laïcité. Et c'est d'ailleurs pour ça le culte français, je ne sais plus comment ça s'appelle, le culte musulman à la française, je ne sais plus comment. Le centre français, le culte musulman. Oui, voilà. Où tous les musulmans ne sont pas d'accord d'ailleurs, parce que, a priori, ce n'est pas un État qui doit dire ce qu'il doit être fait à l'intérieur de telle ou telle religion. C'est plus la laïcité, ça également. Donc ça, c'est des notions qu'il faut bien avoir en tête pour éclaircir le terrain. Merci. Qui veut intervenir? Oui, moi je veux dire un mot sur la question des États-Unis. Alors Gérard, sur les États-Unis. Rapidement, parce que les États-Unis, c'est le fait de l'histoire, ont été le premier pays à avoir la séparation de l'Église et de l'État. Et même sous une forme ancienne, ça remonte non pas au XVIIIe siècle, mais au XVIIe siècle. Le premier État ayant une forme de laïcité est l'État du Rhode Island. Et laïcité, pour quelle raison? Parce que les sectes protestantes qui immigraient voulaient bien persécuter par État interposé, par colonie interposée, la secte d'à côté qui n'était pas d'accord avec elle. Et le fondateur, Williams, du Rhode Island, était en particulier en but de persécution des presbytériens. C'est donc une histoire compliquée qu'il faut comprendre. Mais le fait est que, j'ai déjà dit une fois à Peña Ruiz, c'est que la France a fait la séparation en 1795, et il y avait 13 décrets qui permettaient d'organiser, y compris sur les sonneries de cloche. Les tribunaux qui ont repris la jurisprudence sur les sonneries de cloche au 19e et au 20e siècle, enfin 20e siècle, ont repris un décret du directoire. Cela étant dit, c'est en 1790 que le premier amendement est voté, et c'est un peu plus tard. Alors, c'est pas pour... c'est pour arrêter de faire du franco-francisme, si je puis dire, sur la question de la laïcité. La laïcité est le produit des Lumières, et le produit d'une réflexion universelle. Elle vaut pour l'avenir pour tous les pays. Et je me félicite que de nombreux pays, pas seulement ceux qui répondent à l'appel à la libre pensée, se tournent, enfin les mouvements progressistes au sein de ces pays, se tournent vers la laïcité comme une solution d'avenir pour en finir. Et si je repense encore une chose, il y a bien un endroit où la laïcité est une question d'avenir, c'est la terre de Palestine. Merci. Je précise que j'ai organisé en 2012 un colloque à Beyrouth, dont les actes ne sont pas ici, mais ils peuvent demander. Et donc c'est quand même un problème qui nous préoccupe directement. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire une chose sur les États-Unis encore, pour que ça marquera au moins la mémoire de Guy et peut-être d'autres camarades. Quand Washington, le premier président, a été élu, il a prêté serment sur la Bible. Violent article, violent discours de Jefferson contre de Washington. C'est contraire. D'ailleurs, quand Jefferson lui-même, le troisième président, s'est présenté et été élu en 1800, il a évidemment refusé de prêter serment sur la Bible,
Et il s'est expliqué face aux violentes pressions des cagots du coin, cagots protestants et non pas catholiques là, cette fois, contre l'acte public qu'il faisait en refusant de prêter serment sur la Bible. Et son successeur, Madison, qui était son principal collaborateur depuis toujours, qui a fait avec lui l'État de Virginie, l'Université de Virginie et tout ça, a lui aussi refusé de prêter serment, et bien d'autres présidents l'ont fait. Donc, essayons, s'il vous plaît, de sortir de l'idéologie sur ces questions et regardons les faits. Monsieur le maire, il est parti, on les transmettra. Remercier les orateurs pour leur exposé clair.